Bonjour. Nous avons décrit les différents ressauts hydrauliques dans une leçon précédente. Maintenant, nous allons essayer de quantifier tous ces concepts en apprenant à calculer le ressaut à partir du lien qui existe entre les profondeurs d'eau à l'amont et à l'aval de celui-ci. Nous commencerons donc par écrire les équations du ressaut qui permettent d'en calculer les divers éléments, dont la profondeur conjuguée. Nous calculerons également les pertes de charge qui se produisent au droit d'un ressaut. Et enfin, nous verrons comment des axes hydrauliques a priori incompatibles se raccordent au moyen d'un ressaut. Le ressaut hydraulique se présente comme suit. À l'amont, une profondeur d'eau faible et une vitesse importante. Et à l'aval, une profondeur d'eau importante et une vitesse faible. Entre les deux, le ressaut hydraulique, qui a une longueur lambda, est une zone d'écoulement très turbulent, présentant souvent des rouleaux et provoquant une perte de charge significative. Comme la longueur lambda du ressaut est courte par rapport à la longueur de l'écoulement, nous considérons le ressaut comme une discontinuité brusque de l'écoulement. Les paramètres que nous allons lier par l'équation du ressaut sont donc les profondeurs d'eau H1 et H2 et les vitesses moyennes V1 et V2 de part et d'autre de celui-ci. Pour écrire l'équation du ressaut, nous allons isoler une portion de l'écoulement qui englobe entièrement notre ressaut. Dans ce volume, nous faisons les hypothèses suivantes. Nous considérons uniquement un canal prismatique. Les pertes de charge par frottement sont négligées. Elles sont en effet bien inférieures aux pertes de charge locales qui se produisent dans le ressaut et que nous décrirons plus tard. De même, l'accélération due à la pente de fond est négligée. Et en ce qui concerne les vitesses, nous considérons que les filets fluides sont parallèles à l'entrée et à la sortie du volume considéré, et que la distribution des vitesses est uniforme sur la profondeur. Sur base de ces hypothèses, nous allons écrire l'équation de quantité de mouvement. Commençons par déterminer les forces qui agissent sur le volume considéré, soit le terme de gauche dans l'équation de quantité de mouvement. Le frottement et l'accélération de la gravité étant négligés, il ne reste que les forces de pression, qui sont hydrostatiques, puisque les filets fluides sont parallèles. Nous allons donc détailler ces forces qui constituent le membre de gauche de l'équation de quantité de mouvement. La force de pression hydrostatique sur une section, soit par exemple A1, s'exprime comme le produit de l'aire de la section considérée et de la pression PG exercée au centre de gravité de celle-ci. L'air vaut A1 et la pression au droit du centre de gravité vaut ρg_ZG1. La force de pression s'exprime donc comme le produit ρg_ZG1A1. Comme ZG1 n'est autre que la projection sur une verticale de la profondeur du centre de gravité HG1, nous pouvons aussi écrire la force de pression comme suit. La distance ZG1 diffère de la profondeur HG1 par le facteur racine de 1 moins S0 au carré, qui pour rappel représente le cosinus de l'angle que fait le fond avec l'horizontale. Remarquons au passage que le produit A1-HG1 n'est autre que le moment statique de la section calculé par rapport à la surface libre. C'est donc aussi une manière de définir la force de pression. Revenons maintenant à notre équation de quantité de mouvement. À l'amont du ressaut, la force de pression hydrostatique sur la section AB s'exprime donc comme le produit ρg_ZG1A1, où ZG1 est donc, comme nous l'avons dit, la projection de HG1 sur un plan vertical. On procède de la même manière pour la section aval, mais avec un signe négatif, car la force est dirigée vers l'amont. Et on obtient finalement la résultante des forces sur notre volume de contrôle dans la direction longitudinale. Pour le bilan de quantité de mouvement, soit le membre de droite de l'équation de quantité de mouvement, il nous faut exprimer la variation de quantité de mouvement sur un pas de temps ΔT. Initialement, la quantité de mouvement est contenue dans le volume ABDC, et après un pas de temps ΔT, le volume devient A', B', D', C'. La différence de quantité de mouvement peut donc s'exprimer comme la différence de quantité de mouvement entre le volume CD', D', C'
et le volume AB, B', A'. La quantité de mouvement du volume CC', DD' peut s'exprimer comme le produit de la masse ρ A2 V2 delta T animée de la vitesse V2. On procède de même pour la quantité de mouvement du volume AA', B', et on peut exprimer le bilan dans la direction longitudinale simplement en combinant les expressions précédentes. On combine donc l'expression des forces de pression et la variation de quantité de mouvement, et on obtient l'équation de quantité de mouvement du ressaut. Ensuite, en nous servant de l'équation de continuité pour faire apparaître le débit, on peut réorganiser les termes pour exprimer l'équation du ressaut de la manière suivante encadrée en rouge. Cette expression nous permet de définir l'impulsion totale F. Cette impulsion totale est une quantité conservée dans un ressaut. Cela signifie qu'elle est la même à l'amont et à l'aval du ressaut. Nous venons d'établir l'équation du ressaut en définissant la notion d'impulsion totale. Examinons maintenant de plus près cette fonction afin de comprendre ce qu'elle va nous apporter dans le calcul d'un ressaut. Si on représente graphiquement la fonction f d'impulsion totale, on obtient la courbe illustrée ici, qui présente les limites suivantes. Lorsque la profondeur tend vers 0, l'impulsion tend vers l'infini. Lorsque la profondeur tend vers l'infini, le terme en q carré tend vers 0, mais le terme AHG tend vers l'infini comme h carré. On a donc une asymptote en forme de parabole, comme indiqué par la courbe en pointillé bleu sur le graphique. On voit que cette courbe présente un minimum, que nous allons essayer de déterminer en calculant la dérivée de l'impulsion par rapport à h. Le calcul de dA/dH dans le premier terme de la dérivée de f nous donne la largeur L de la section au droit de la surface libre, comme on peut le déduire du schéma. Pour une petite augmentation dH de la profondeur de la section, l'augmentation de l'air mouillé dA peut être assimilée au rectangle d'air LDH. Cette approximation revient à négliger les deux petits triangles de part et d'autre du rectangle LDH. Elle est donc acceptable car dH est petit. Pour le second terme, il nous faut calculer la dérivée du moment statique AHG de la section par rapport à h. Cette dérivée peut s'approximer comme la différence entre le moment statique de la section de profondeur h plus dH et le moment statique de la section de profondeur h. Commençons par exprimer le moment statique de la section de profondeur h plus dH par rapport à la surface libre, en additionnant le moment statique de la partie rouge, dû à l'augmentation d'air mouillé, et le moment statique de la partie blanche. On peut maintenant calculer la dérivée de AHG et en négligeant les termes infiniment petits du second ordre, c'est-à-dire les termes en dH carré, on obtient la dérivée de AHG par rapport à h qui vaut tout simplement l'air mouillé A. Revenons maintenant au calcul du minimum de la courbe d'impulsion totale. En remplaçant les dérivées et en réarrangeant les termes, on trouve une expression qui n'est autre que celle de la profondeur critique. Les profondeurs H1 et H2 de part et d'autre d'un ressaut sont appelées les profondeurs conjuguées. Elles correspondent à une même valeur de l'impulsion totale, comme l'indiquent les points A et B du graphique. On peut encore représenter cela comme illustré ici. Pour une même impulsion totale, les deux profondeurs conjuguées sont situées en dessous et au-dessus de la profondeur critique. Après ces développements peut-être un peu complexes, voyons maintenant comment calculer ces profondeurs conjuguées sur un exemple pratique. Soit un canal trapézoïdal présentant une pente de fond de 1,6 pour 1000 et un débit de 400 m3 par seconde, dans lequel se produit un ressaut hydraulique. Si la profondeur H1 à l'amont du ressaut est de 2 mètres, que vaut la profondeur à l'aval du ressaut?
On commence par calculer la profondeur critique, qui vaut ici un peu plus de 3 mètres. La profondeur H1 est inférieure à HC, et la profondeur conjuguée H2 recherchée sera donc supérieure à HC. Pour la calculer, nous allons utiliser l'équation de l'impulsion totale F1 égale F2. Il nous faut donc, dans l'expression de l'impulsion totale, exprimer A et le produit AHG dans la section 2 en fonction de H2. Pour l'air mouillé A, c'est simple, nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises. Pour le produit AHG, cela peut se faire en décomposant la section trapézoïdale en un rectangle pour la partie centrale de la section, en vert, et 2 triangles pour les 2 extrémités, en rouge. Donc, en partant de l'équation de l'impulsion totale, après avoir exprimé les termes de F2 en fonction de H2, on obtient une équation dont la seule inconnue est la valeur H2 recherchée. Cette équation ne peut cependant pas être résolue directement et il va falloir procéder par itération. Commençons d'abord par isoler le terme en H2 carré. Ensuite, on démarre les itérations avec une première estimation de profondeur H2 supérieure à HC, soit par exemple 4 mètres. Le calcul nous donne une nouvelle estimation de H2 valant 4,348 mètres. On réintroduit cette valeur à l'itération suivante pour trouver 4,441 mètres. Et en poursuivant les itérations, on finit par converger vers une profondeur de 4,467 mètres. Ce processus itératif peut être un peu long et nous allons voir que les choses se simplifient si la section est rectangulaire. En section rectangulaire, l'équation du ressaut liant les profondeurs conjuguées H1 et H2 se simplifie fortement. On peut, après quelques manipulations que nous ne développerons pas ici, réécrire cette équation de la manière suivante, encadrée en rouge, qui permet de calculer directement H2 sans itération à partir du nombre de Froude FR1 de l'écoulement entrant dans le ressaut. L'USBR, qui est en quelque sorte le ministère de l'Aménagement du Territoire aux États-Unis, a réalisé des mesures en laboratoire dans un canal rectangulaire à fond horizontal. Leurs résultats, illustrés sur le graphique, montrent que la formule encadrée en rouge permet de prédire la profondeur conjuguée avec une bonne précision, et ce, malgré les diverses hypothèses que nous avons faites pour l'établir. Illustrons tout cela sur le cas d'une section rectangulaire de largeur 20 mètres, soit le canal illustré ici, dans lequel coule un débit de 400 mètres cubes par seconde. Si la profondeur au pied du ressaut H1 vaut 1 mètre, que vaut la profondeur H2 en tête du ressaut? Commençons d'abord par vérifier que H1 est bien inférieur à HC. Avec HC valant 3,442 mètres, c'est bien le cas, et la valeur de H2 recherchée sera donc supérieure à HC. Pour appliquer la formule du ressaut en section rectangulaire, il nous faut commencer par calculer le nombre de Froude correspondant à H1. Celui-ci vaut 6,386, une valeur clairement supérieure à 1 qui indique un écoulement supercritique. On peut ensuite calculer la profondeur conjuguée H2, la profondeur en tête de ressaut, et on trouve 8,544 mètres. Dans ces conditions, la profondeur d'eau au droit du ressaut passerait donc de 1 mètre à 8,544 mètres. Nous avons développé de manière assez détaillée les équations relatives au ressaut. Mais n'oublions pas que le ressaut génère d'importantes pertes de charge. Il est d'ailleurs utilisé à cet effet dans divers dispositifs qui ont été décrits dans une précédente leçon. Voyons donc maintenant comment calculer ces pertes de charge, dans le cas d'un canal rectangulaire à fond horizontal, cas qui est le plus fréquent en pratique. Voici un écoulement avec un ressaut hydraulique, permettant le passage d'une profondeur H1 faible à une profondeur H2 plus importante.
En mesurant la charge à l'amont et à l'aval du ressaut au moyen des tubes de Pitot, nous pouvons faire deux observations. Tout d'abord, la vitesse à l'amont, représentée par le terme V carré sur 2G qu'on peut visualiser comme la hauteur de remontée de l'eau dans le tube, est bien plus importante qu'à l'aval du ressaut. Ensuite, nous observons une perte de charge J importante entre l'amont et l'aval du ressaut. En effet, la différence de charge est indiquée par la différence de niveau d'eau dans les deux tubes de Pitot. Nous pouvons exprimer cette perte de charge à partir de l'équation de Bernoulli. En développant le débit en fonction de H1 et H2, comme détaillé dans le cadre, on peut réécrire l'équation de la manière suivante. Et en réorganisant les termes, on aboutit à une expression simple et très synthétique de la perte de charge dans un ressaut, dans un canal rectangulaire à fond horizontal. Cette expression, qui doit être positive pour exprimer une perte de charge, nous montre clairement que H2 doit être supérieur à H1. Le ressaut correspondra donc toujours à un passage d'écoulement supercritique, avec H1 inférieur à HC, à un écoulement subcritique, avec H2 supérieur à HC. Il nous reste à vérifier la validité de cette expression. À nouveau, nous pouvons utiliser des mesures en laboratoire réalisées par l'USBR. Nous voyons que les mesures s'alignent parfaitement avec la courbe théorique. Dès lors, nous pouvons nous servir de la formule pour calculer la perte d'énergie relative dans un ressaut, illustrée par la courbe marron qui vient d'apparaître. Par exemple, un ressaut classique avec un nombre de Froude de 5 nous donnera déjà 50% de perte de charge. C'est donc bien un excellent dispositif de dissipation d'énergie. Nous voici arrivés au terme de cette leçon. Nous verrons dans une prochaine leçon comment le ressaut va nous permettre de raccorder des lignes d'eau issues de régimes différents, qui peuvent a priori paraître incompatibles. En attendant, n'hésitez pas à refaire quelques calculs pour vous entraîner à manipuler les équations que nous avons vues. Bon travail!